La vie ne se gagne pas avec des discours ou des désirs. Elle se gagne avec de la discipline et des habitudes qui soutiennent ton caractère lorsque tout le reste s'effondre. Tu n'as pas besoin que le monde change pour être en paix, tu as besoin de changer toi-même, de l'intérieur, avec des choix fermes que personne ne peut te prendre. Chaque jour est un test. Soit tu maîtrises ton esprit et ton comportement, soit tu finis esclave de la confusion et du bruit venant de l'extérieur. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas là pour te bercer, mais pour te mettre face à la vérité. La clarté mentale, la sérénité et la force intérieure ne viennent pas comme un cadeau. Elles se construisent avec des habitudes stoïciennes, simples mais implacables. Ce ne sont pas des luxes, ce ne sont pas des ornements philosophiques, ce sont des armes pratiques que n'importe qui peut appliquer s'il veut vraiment arrêter de vivre à moitié. Ici, nous allons passer en revue 10 habitudes qui sont les pierres angulaires d'une vie forte. La discipline quotidienne qui façonne ton caractère, le silence qui coupe le bruit et te redonne le contrôle, l'alimentation consciente qui renforce ton corps comme un temple, la lecture qui ouvre l'esprit et le garde affûté, l'exercice qui guérit la faiblesse physique et mentale, la gestion du temps qui t'empêche de le gaspiller comme si ta vie était infinie, la gratitude qui t'ancre dans le présent, l'épargne et le repos qui te préparent pour les défis, la confiance en soi qui te soutient quand tout le monde doute, l'intelligence émotionnelle qui te protège de tes propres impulsions, et la confiance dans le processus qui t'apprend à résister, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. Si tu cherches des raccourcis, ce n'est pas ta place. Mais si tu es prêt à prendre ces pratiques comme des armes quotidiennes, alors reste jusqu'à la fin. Parce que ce qui vient n'est pas de la théorie, ce sont des étapes claires pour transformer la façon dont tu penses, agis et vis. 1. Vivre avec une discipline quotidienne. La discipline est comme un fil invisible qui coupe l'inutile et expose l'essentiel. Imagine un sculpteur qui frappe avec précision la pierre, encore et encore, jusqu'à révéler la figure cachée à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Elle n'arrive pas avec de grands gestes, mais avec des répétitions constantes, avec la décision ferme de maintenir le bon même lorsqu'il n'y a pas de motivation, même lorsque le confort crie plus fort que la raison. La plupart des gens veulent des résultats sans effort, de la force sans sacrifice, de la clarté sans entraînement. Mais la discipline quotidienne est la base de tout. Sans elle, tout le reste s'effondre. À quoi bon avoir des objectifs si vous n'avez pas la persévérance pour les atteindre? À quoi bon désirer une vie différente si chaque jour vous choisissez la même chose qui vous maintient au même endroit? La discipline ne vous demande pas si vous en avez envie, elle vous ordonne de vous lever, d'agir et de maintenir le cap même si vous ne voyez pas de récompense immédiate. Ce n'est pas une punition, c'est la liberté. L'indiscipliné est prisonnier de ses émotions changeantes, de l'impulsion, de l'excuse, qui le retient toujours au même point. L'individu discipliné, en revanche, devient maître de lui-même. Il décide de se lever tôt, de s'entraîner, de nourrir son esprit, de tenir ses promesses, et il ne le fait pas pour impressionner qui que ce soit, il le fait parce qu'il sait que chaque acte répété façonne son caractère, renforce sa volonté et forge un esprit qui ne se plie pas facilement. Pense à quelqu'un que tu admires vraiment. Cela peut être un philosophe, un athlète, un leader, un artiste. Derrière leur grandeur, il n'y avait pas de chance aveugle ni d'inspiration constante, il y avait de la discipline. Des matins d'entraînement, des répétitions infinies, des sacrifices que la plupart des gens ne voient ni ne valorisent. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent seulement de ceux qui réussissent. La discipline est le pont entre l'intention et le résultat. Dans ta vie quotidienne, la discipline se traduit par des actions concrètes. Fixer des horaires et les respecter, s'entraîner même si tu n'as pas envie, étudier un peu plus lorsque l'esprit veut t'abandonner, maintenir l'ordre dans ton espace, même si la paresse tente de s'imposer. Ce n'est ni grandiose ni spectaculaire, mais c'est ce qui te donne une structure lorsque tout autour semble être le chaos. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le caprice, tu entraînes ton esprit à résister à la difficulté et à maintenir ce qui compte. Avec le temps,
tu découvres que tu ne dépends plus de la motivation externe, mais que tu as en toi une force que personne ne peut te prendre. C'est là le véritable pouvoir, non pas que les autres te contrôlent, mais que tu sois maître de toi-même. La discipline quotidienne ne consiste pas à être parfait, mais à ne pas abandonner l'essentiel. Il s'agit de vivre selon une norme plus élevée, avec la conscience que chaque jour est une occasion de se renforcer plutôt que de s'affaiblir. Si tu choisis la discipline, tu choisis de te forger en quelqu'un qui ne s'effondre pas face à la difficulté. Et cela, dans un monde plein de distractions et d'excuses, est un acte de véritable rébellion. 2. Pratiquer le pouvoir du silence. Le silence est comme un océan profond. À la surface, il y a du bruit, des vagues qui se brisent, des tempêtes qui semblent tout dominer. Mais dans les profondeurs règne le calme. Rien ne perturbe sa quiétude. C'est ainsi que fonctionne le silence dans la vie de celui qui le pratique. Alors que le monde est agité par des voix, des opinions et des distractions, en toi existe un espace intact, un refuge où tu peux retrouver clarté et force. Aujourd'hui, nous vivons entourés d'un bruit constant, des écrans allumés, des notifications qui interrompent, des gens qui parlent sans réfléchir et qui s'épuisent dans des discussions inutiles. Ce bruit externe devient un bruit interne. Pensées accélérées, anxiété, confusion. C'est pourquoi le silence n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Le pratiquer, c'est comme nettoyer un verre embué pour voir à nouveau clairement ce qui est devant toi. Le pouvoir du silence ne signifie pas s'isoler du monde, mais entraîner la capacité de se taire, d'observer, d'écouter avant de réagir. Parce que dans le silence, tu apprends à te connaître, à écouter ton propre esprit sans filtre, à reconnaître ce que tu ressens et ce que tu penses vraiment. Beaucoup le craignent parce qu'en se taisant, des vérités inconfortables apparaissent, insécurité, peur, souvenirs non résolus. Mais c'est justement là sa force, en t'obligeant à affronter ce que le bruit cache. Le silence est aussi une stratégie. Un mot mal dit peut détruire une relation. Une impulsion verbale peut ruiner des opportunités. Se taire au bon moment est une arme qui protège ton énergie et ta dignité. Tu n'as pas à répondre à chaque provocation. Tu n'as pas à donner ton avis dans chaque conversation. Garder le silence est parfois la manière la plus forte de démontrer le contrôle. Le sage choisit quand parler parce qu'il comprend que chaque mot a du poids et ne se gaspille pas en banalité. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des actions simples. Se réveiller et passer quelques minutes sans distraction, sans téléphone, juste avec toi-même. Écouter vraiment les autres, sans préparer la réponse, avant qu'ils aient fini de parler. Éviter de discuter par orgueil et choisir de garder le silence quand tu sais que l'autre personne ne cherche pas à comprendre, mais à gagner. Créer des espaces quotidiens de calme, où ton esprit peut se reposer du bruit extérieur. Celui qui pratique le silence se distingue des autres parce qu'il transmet une force intérieure. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il ne cherche pas la validation avec chaque mot. Il ne s'épuise pas à s'expliquer. Sa seule tranquillité parle plus fort que 1000 discours. Et quand il décide de parler, ses mots ont de l'impact parce qu'ils ne sont pas remplis de bruit, mais de sens. Dans un monde qui récompense celui qui parle le plus, qui expose le plus, choisir le silence est un acte de rébellion. Cela ne signifie pas que tu es faible, cela signifie que tu sais quand réserver ton énergie et quand la libérer avec précision. Si tu apprends à vivre avec cette capacité, ta vie cessera d'être contrôlée par le bruit et tu commenceras à te déplacer avec l'assurance de celui qui écoute, observe et domine avant d'agir. 3. Se nourrir en conscience. Le corps est comme un temple qui reflète ce qui y entre. Si tu remplis ses murs de feu, de fumée et de négligence, tôt ou tard, il s'effondre. Mais si tu le nourris avec respect, force et équilibre, il devient une forteresse capable de résister au passage du temps et au poids des batailles quotidiennes. Ce que tu choisis de mettre dans ta bouche n'est pas un détail mineur, c'est un acte qui conditionne ton énergie, ta clarté et même ton caractère. Manger n'est pas seulement apaiser la faim.
Manger est une décision qui parle de la façon dont tu te traites toi-même. Beaucoup vivent en pilote automatique. Ils mangent vite. Ils mangent la première chose qu'ils trouvent. Ils mangent ce que les autres leur imposent comme mode ou ce que la publicité leur vend comme plaisir immédiat. Cette inconscience vole la vitalité, génère de la lourdeur et empoisonne peu à peu l'esprit. Car ce que tu endommages dans le corps se reflète inévitablement dans ton humeur et ta façon de penser. Le stoïcisme nous enseigne à être maître de ce qui dépend de nous. Et l'alimentation est l'un de ces domaines où tu ne peux blâmer ni le destin ni le hasard, car c'est toi qui décides de ce que tu mets dans ton assiette. Manger en conscience ne signifie pas être obsédé par des règles strictes ou transformer la nourriture en punition. Cela signifie comprendre que chaque bouchée est un vote en faveur de ta force ou de ta faiblesse. Quand tu choisis de te nourrir en conscience, ton énergie change. Tu commences la journée léger, concentré, capable de mieux performer au travail, dans les études ou à l'entraînement. Tes émotions se stabilisent parce que tu n'es pas en guerre interne avec la fatigue générée par l'excès ou avec l'apathie laissée par le désordre. Ton esprit s'éclaircit parce que le corps cesse d'être un poids mort et devient un allié. Pense à combien de fois le désordre alimentaire devient une excuse. Je suis fatigué parce que j'ai trop mangé. Je ne peux pas me concentrer parce que j'ai sommeil. Je n'ai pas d'énergie parce que j'abuse de ce qui me donne du plaisir immédiat. Cette chaîne de justification naît à table. Et de la même manière, la discipline s'entraîne aussi à table. Choisir ce qui nourrit plutôt que ce qui séduit, contrôler les portions, écouter le corps, plutôt que de manger par anxiété. Pratiquer cette habitude au quotidien peut être simple. Manger lentement, apprécier ce que tu mets dans ta bouche plutôt que de le dévorer. Boire de l'eau au lieu de recourir à ce qui intoxique. Réduire ce que tu sais qui te vole de l'énergie, même si cela te procure du plaisir sur le moment. Organiser tes horaires de repas pour que ton corps comprenne qu'il y a de l'ordre dans ta vie. Chaque geste, aussi minime soit-il, contribue à la maîtrise de soi. Se nourrir en conscience est une forme de respect de soi. C'est te rappeler que ton corps est l'instrument avec lequel tu affrontes la vie et que si tu le négliges, tu paieras le prix à chaque décision, à chaque action et à chaque bataille que tu devras mener. Le stoïcien ne cherche pas le plaisir dans l'excès, il cherche la force dans la juste mesure. Et c'est là que réside la véritable liberté, ne pas dépendre de ce qui fait mal, mais renforcer ce qui soutient. 4. Lire tous les jours. L'esprit est comme un muscle caché. Si tu ne l'entraînes pas, il s'atrophie, devient lent, lourd, incapable de soutenir des idées fermes. Lire est l'exercice invisible qui renforce ce muscle. C'est la nourriture de l'esprit qui ne se voit pas mais qui se ressent dans chaque décision, dans chaque mot et dans chaque façon d'affronter la vie. Celui qui ne lit pas se condamne à vivre avec les mêmes pensées de toujours, piégé dans un cercle étroit où n'entre pas d'air nouveau. Lire tous les jours ne signifie pas accumuler des livres comme des trophées ni se vanter de connaissances. Cela signifie ouvrir des fenêtres, laisser d'autres voix, d'autres esprits et d'autres expériences entrer dans le tien. Chaque page est un pont vers une idée différente, vers un angle que tu n'avais pas considéré. Et lorsque tu entraînes ton esprit de cette manière, tu découvres que les problèmes qui semblaient géants se réduisent parce que tu as plus de ressources pour les affronter. La lecture n'est pas un divertissement vide, c'est une arme. Avec elle, tu apprends à remettre en question ce que tu entends, à ne pas accepter des vérités sans les examiner, à reconnaître les pièges émotionnels et à garder ton calme lorsque tout autour de toi est en désordre. Chaque paragraphe que tu absorbes avec attention est comme une pièce qui s'ajoute à ton armure mentale. C'est pourquoi ceux qui lisent régulièrement parlent plus clairement, pensent plus fermement et se déplacent avec plus de confiance. L'habitude de lire ne nécessite pas des heures interminables, ni des bibliothèques infinies. Elle nécessite de la constance. 10 ou 15 minutes par jour suffisent pour semer de nouvelles idées qui, avec le temps, transforment ta façon de voir le monde. Il s'agit de choisir des lectures
qui te renforcent, qui te défient, qui élargissent ton esprit au lieu de l'endormir. Philosophie, histoire, science, biographie, textes qui te poussent à penser au-delà de l'immédiat. En pratique, lire tous les jours est une forme de discipline. C'est éteindre le bruit des réseaux pendant quelques minutes. C'est s'asseoir avec un livre au lieu de chercher une distraction facile. C'est choisir la nourriture mentale plutôt que les déchets qui ne font que remplir sans nourrir. Et avec le temps, tu remarqueras que ton esprit devient plus agile, plus analytique, moins vulnérable à la tromperie et mieux préparé pour la vie réelle. Celui qui lit tous les jours ne vit pas 2 fois, il vit 1000 fois. Car chaque auteur lui prête ses yeux et chaque histoire lui prête ses batailles. Celui qui ne lit pas s'enferme dans une pièce sombre avec ses propres pensées répétées. Celui qui lit ouvre des portes et devient plus libre, car il ne dépend plus seulement de ce qu'il expérimente, mais absorbe la sagesse de ceux qui ont marché avant lui. Lire tous les jours, c'est te rappeler que ton esprit mérite d'être entraîné. Parce qu'un corps fort sans un esprit clair est fragile. Et un esprit entraîné, nourri par la lecture, est la meilleure défense contre l'ignorance, la manipulation et la médiocrité. 5. Faire de l'exercice une médecine. Le corps est comme une forge. Si tu ne l'exposes pas au feu et au marteau, il rouille, se brise et devient faible. L'exercice est ce feu contrôlé qui durcit tes muscles, aiguise ta résistance et prépare ton esprit à ne pas abandonner au milieu de la difficulté. Il ne s'agit pas d'esthétique ou de vanité, il s'agit de survie. Un corps négligé est une ancre qui entraîne ton esprit vers l'apathie, mais un corps entraîné devient un allié qui soutient tes décisions les plus fermes. Faire de l'exercice une médecine signifie comprendre que chaque mouvement est une dose de force contre la fragilité, un bouclier contre l'usure et un investissement en clarté mentale. Parce que l'exercice ne renforce pas seulement les os et les muscles, il nettoie aussi l'esprit du brouillard de l'anxiété, libère la tension accumulée et rend la concentration que le chaos quotidien vole. Une promenade, quelques flexions, une routine simple peuvent être plus thérapeutiques que n'importe quelle excuse déguisée en repos éternel. La discipline physique ne dépend pas de la motivation, elle dépend de la décision. Celui qui attend d'avoir envie ne commence jamais, tandis que celui qui comprend la valeur de l'exercice en fait une partie de sa vie quotidienne, comme manger ou dormir. Et avec le temps, il découvre que cet effort n'est plus un sacrifice, mais une source d'énergie qui le pousse à être plus productif, plus résistant et plus stable. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport coûteuse, ni de routine compliquée. Tu as besoin de constance. L'exercice pratique consiste à sortir courir, à soulever ton propre poids, à bouger avec intensité, à garder ton corps actif au lieu de le laisser sombrer dans l'inertie. Chaque goutte de sueur est un signe que tu expulses la faiblesse, que tu rappelles à ton corps qu'il n'a pas été créé pour le confort éternel, mais pour l'effort qui le maintient en vie. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des décisions petites mais puissantes. Utiliser les escaliers au lieu de l'ascenseur, marcher quand tu peux le faire, consacrer une demi-heure à bouger au lieu de te plonger dans l'écran. Ce sont des choix simples qui, accumulés, changent ton état physique et mental. Parce que le corps entraîné ne résiste pas seulement plus longtemps, il pense aussi mieux, réagit plus calmement et affronte l'adversité avec plus de fermeté. L'exercice est une médecine parce qu'il prévient la maladie de la faiblesse, parce qu'il guérit l'apathie et parce qu'il renforce ton caractère. Le stoïcien comprend qu'un esprit fort a besoin d'un corps qui l'accompagne. Ce n'est pas un culte de la forme, c'est un respect pour l'outil avec lequel tu traverses la vie. Si tu prends soin de ton corps avec le mouvement, tu le transformes en un champ fertile pour la discipline et la résilience. Et dans un monde qui célèbre le confort, entraîner ton corps est un acte de rébellion qui te rend le pouvoir. 6. Gérer le temps avec sagesse. Le temps est comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Peu importe combien tu essaies de l'arrêter, chaque grain tombe et ne revient pas. Ce que tu fais avec ces instants définit qui tu es et ce que tu deviens. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si le sable était infini, le gaspillant en distractions, en conversations sans intérêt et en activités qui ne laissent rien derrière elles.
Et quand il se réveille, il réalise que des années entières se sont écoulées dans des choses triviales. Gérer le temps avec sagesse ne signifie pas vivre avec obsession ni remplir chaque minute de tâches. Cela signifie donner la priorité à ce qui soutient vraiment ta vie et arrêter de le perdre dans ce qui draine ton énergie. Parce que le temps est la seule monnaie que tu ne peux pas récupérer. Tu perds de l'argent et tu le regagnes. Tu perds des objets et tu peux les remplacer, mais tu perds un jour et il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est le rappel le plus brutal qu'un stoïcien porte avec lui. La vie est finie et chaque instant compte. Celui qui ne sait pas gérer son temps finit par être l'esclave du temps des autres. Il vit en courant après des urgences qui ne sont pas les siennes, pris au piège dans des engagements qui ne nourrissent pas son esprit, épuisé par des distractions qui lui volent ce qu'il a de plus précieux. C'est pourquoi la gestion du temps n'est pas un luxe pour les organiser, c'est une nécessité pour quiconque veut vivre avec un but. En pratique, gérer le temps avec sagesse signifie apprendre à dire non. Non à ce qui vole de l'énergie, non à ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs, non à ce qui te fait perdre des heures dans ce qui n'a pas d'importance. Cela signifie aussi structurer tes journées, établir des horaires, diviser les tâches, donner de l'espace au repos et à la réflexion. L'ordre dans ton agenda est le reflet de l'ordre dans ton esprit. Chaque matin, tu devrais te demander « Quelles actions d'aujourd'hui me rapprochent de la vie que je veux ?» Cette question est un filtre qui t'empêche de tomber dans l'automatisme. Parce que si tu ne décides pas quoi faire de ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et quand tu cèdes ce pouvoir, tu perds lentement ta liberté. La sagesse dans le temps est aussi dans l'équilibre. Tout n'est pas travail et tout n'est pas repos. La clé est de reconnaître quand pousser fort et quand s'arrêter pour récupérer de l'énergie. Cet équilibre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie pour soutenir le chemin à long terme. Le temps est le champ de bataille le plus silencieux, et celui qui le gère bien ne vit pas en courant, ni ne se plaint de ne pas avoir assez d'heures. Il vit avec clarté, avec intention et avec la certitude que chaque jour est investi dans ce qui compte vraiment. Au final, la différence entre une vie vide et une vie pleine ne réside pas dans combien de temps tu as, mais dans la façon dont tu choisis de le dépenser. 7. Ancrer la vie dans la gratitude. La gratitude est comme une ancre au milieu d'une tempête. Lorsque la mer de la vie est agitée par des problèmes, des pertes ou des incertitudes, l'ancre maintient ton bateau et empêche les vagues de t'entraîner vers le chaos. Elle n'apaise pas la tempête, mais elle te maintient stable. Vivre sans gratitude, c'est naviguer sans cap, toujours à la merci du vent, toujours insatisfait de ce que tu as et désirant ce qui manque. Beaucoup pensent que la gratitude est un geste doux, une simple courtoisie. La vérité est que c'est un acte de force. Elle nécessite la capacité de t'arrêter au milieu du bruit pour reconnaître ce que tu as, même si c'est peu, et comprendre que tout ce que tu possèdes n'est pas un droit automatique. L'air que tu respires, les personnes qui t'accompagnent, les opportunités qui ont croisé ton chemin, tout cela aurait pu ne pas exister. Le reconnaître ne t'affaiblit pas, il te réveille. Le stoïcien comprend que la vie est pleine de ce qu'on ne contrôle pas. Tu ne peux pas éviter les pertes, les échecs ou les injustices, mais tu peux décider comment les affronter. La gratitude fonctionne comme un bouclier qui n'élimine pas la douleur, mais la rend supportable. Elle te rappelle qu'il reste toujours quelque chose à apprécier, même dans le pire. Cela peut être une leçon apprise, une personne qui ne t'a pas abandonné, ou simplement l'opportunité de continuer à respirer pour essayer à nouveau. Pratiquer la gratitude ne signifie pas nier les problèmes, ni feindre le bonheur. Cela signifie maintenir la perspective. C'est voir le verre à moitié plein, sans oublier qu'il est aussi à moitié vide, mais en choisissant de te concentrer sur ce qui soutient ta vie plutôt que sur ce qui la détruit. Et ce choix, répété chaque jour, change la façon dont tu perçois la réalité. Là où d'autres voient le manque, tu vois l'apprentissage. Là où d'autres se plaignent seulement, tu trouves des raisons d'avancer. Dans la vie quotidienne, t'ancrer dans la gratitude se traduit par des rituels simples mais puissants. Au réveil, au lieu de commencer par des plaintes,
Reconnaître 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Elles peuvent être minimes, comme le toit qui te couvre, la santé que tu as ou l'opportunité d'essayer à nouveau. En fin de journée, revoir ce qui s'est passé et remercier même les obstacles, car ils font partie de la formation de ton caractère. La gratitude renforce également les relations. Un mot sincère de reconnaissance envers quelqu'un qui te soutient ou un geste de remerciement peut transformer des liens et créer une confiance durable. Lorsque tu vis en remerciant plutôt qu'en exigeant, tu cesses de voir les autres comme des débiteurs de ton bonheur et tu commences à construire des connexions plus saines et réelles. Mais la gratitude n'est pas seulement envers les autres, elle est aussi envers toi-même. Reconnaître tes progrès, tes efforts, même les petits pas, te rappelle que tu es en train de grandir. Cette perspective t'empêche de vivre en pensant que rien n'est suffisant et te donne la motivation de continuer à construire sans déprécier ce que tu as déjà accompli. Dans un monde qui encourage la plainte et la comparaison constante, la gratitude est un acte de rébellion. Elle te recentre, te protège du ressentiment et te donne la force de résister quand il semble que tout manque. Car celui qui est reconnaissant ne vit pas dans la pénurie, il vit dans l'abondance. Et cette abondance ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu reconnais comme précieux. 8. Cultiver la confiance en soi. La confiance en soi est comme une armure invisible. On ne la voit pas, mais quand tu la portes, rien ne parvient à te blesser avec la même force. Sans elle, toute critique traverse ta peau, tout échec devient un coup mortel, toute opinion étrangère dicte ta valeur. Avec elle, en revanche, tu marches droit, conscient que tu n'es pas parfait, mais capable de faire face à tout ce qui vient. Beaucoup pensent que la confiance vient de l'extérieur, comme si les applaudissements ou les validations des autres la donnaient. C'est l'erreur qui les maintient fragiles. La véritable confiance en soi naît de l'intérieur, dans la répétition d'actes qui démontrent, d'abord à toi-même, que tu peux accomplir ce que tu te proposes. Elle ne se construit pas avec des discours motivants, elle se construit par une action constante. Chaque fois que tu relèves un défi, chaque fois que tu tiens ta promesse, chaque fois que tu te relèves après une chute, tu construis cette armure qui te soutient. Le stoïcien sait que la vie n'est pas exempte de coups. Il y aura des jours d'échecs, des moments où tout s'effondre. C'est là que la confiance en soi fait la différence. Ce n'est pas croire que rien ne peut mal tourner, c'est savoir que même si tout échoue, tu auras la force de recommencer. Cette conviction ne s'improvise pas, elle se travaille comme on travaille un muscle. Cultiver la confiance en soi au quotidien implique de te parler fermement au lieu de répéter des discours de défaite. Cela implique d'oser prendre des décisions même si tu n'as pas de garantie de réussite. Cela implique de reconnaître tes erreurs sans te détruire pour elles, parce que tu sais que te tromper ne te définit pas, ce qui te définit, c'est la façon dont tu te relèves. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance. L'arrogant dépend tellement du regard extérieur qu'il crie et se vante pour convaincre les autres. Le confiant n'a pas besoin de bruit. Sa sécurité se reflète dans ses actes. Il parle quand c'est nécessaire, avance sans demander la permission, affronte les défis avec calme. Ce calme vient de la certitude qu'il a déjà prouvé sa force dans de petites batailles quotidiennes. Un exercice pratique est de se rappeler chaque jour ce que tu as déjà accompli. Non pas pour vivre dans le passé, mais pour rappeler à ton esprit que tu es plus fort que tu ne le penses. Une autre pratique est de te lancer dans ce que tu crains au lieu de l'éviter, car chaque peur surmontée est une brique de plus dans la construction de ta confiance. Dans un monde qui essaie de briser ta sécurité avec des comparaisons et des critiques, cultiver la confiance en soi est un acte de résistance. C'est te dire « je n'ai pas besoin d'approbation externe pour savoir qui je suis », parce que la vraie confiance ne dépend du regard de personne, elle dépend de ta conviction que, quoi qu'il arrive, tu auras la force de te soutenir. 9. Gérer les émotions avec intelligence. Les émotions sont comme des chevaux sauvages. Si vous les laissez courir sans contrôle, ils vous entraînent dans n'importe quelle direction, même vers le précipice. Mais si vous apprenez à tenir les rênes, ces mêmes chevaux deviennent une force qui vous propulse avec vitesse et puissance vers l'endroit où vous voulez vraiment aller.
La différence ne réside pas dans l'émotion elle-même, mais dans la façon dont vous décidez de la gérer. Beaucoup de gens pensent que vivre intensément signifie se laisser emporter par ce qu'ils ressentent, réagir sans filtre et le justifier par des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas m'en empêcher ». C'est la recette parfaite pour l'autodestruction et la rupture des liens, car celui qui ne sait pas gérer ses émotions finit par en être l'esclave. Un jour, la colère lui fait perdre des opportunités. Un autre jour, la tristesse l'empêche d'avancer. Un autre jour, l'euphorie le pousse à prendre des décisions qu'il regrettera plus tard. Le stoïcien ne nie pas les émotions, ni ne les réprime jusqu'à les éteindre. Il reconnaît que ressentir fait partie de la nature humaine, mais il comprend aussi que tout ce qui est ressenti ne doit pas se transformer en action immédiate. Gérer les émotions avec intelligence signifie créer un espace entre ce qui se passe et votre réponse. Créer une marge où la raison, le calme et la clarté entrent en jeu. Cette marge est ce qui sépare le sage de l'impulsif. En pratique, cela implique de s'arrêter avant de réagir. Comptez jusqu'à 10, respirez profondément. Laissez passer la première vague de colère ou d'anxiété. Cela implique aussi de vous observer avec honnêteté. Quelle est l'émotion qui est vraiment derrière? Souvent, la colère est de la peur déguisée. Souvent, la tristesse est de l'épuisement accumulé. Nommer ce que vous ressentez est déjà un acte de contrôle, car il transforme ce qui est flou en quelque chose de conscient. Gérer avec intelligence ne signifie pas éliminer les émotions, cela signifie les canaliser. La colère peut être utilisée comme moteur pour changer ce qui ne va pas. La peur peut se transformer en prudence, la tristesse en empathie, la joie en énergie à partager. La clé est de ne laisser aucune émotion être le maître absolu de vos actes. C'est vous qui décidez où diriger cette force. Dans la vie quotidienne, pratiquer cette habitude se traduit par écrire ce que vous ressentez au lieu de l'exploser dans une discussion. Parlez calmement quand l'émotion demande à crier, prendre un moment avant de répondre à un message qui pourrait déclencher un conflit. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre capacité de gouvernance interne et vous devenez quelqu'un qui n'est pas facile à manipuler. Dans un monde qui nourrit des réactions rapides et des émotions débordantes, gérer les vôtres avec intelligence est un signe de véritable pouvoir, car celui qui maîtrise ses émotions vit non seulement plus sereinement, mais gagne aussi du respect, de la clarté et de la liberté. Et c'est la différence entre être emporté par le courant ou utiliser le courant pour avancer avec direction. 10. Faire confiance au processus de transformation. La transformation personnelle est comme la croissance d'un arbre. Tu plantes une graine et pendant des semaines, il semble que rien ne se passe. La terre semble la même, l'effort est invisible. Mais en dessous, en profondeur, les racines s'étendent, se renforcent et préparent le terrain pour qu'un jour, ce qui semblait stérile porte des fruits. C'est ainsi que se déroule le processus de changement. Lent, silencieux, souvent frustrant, mais rempli de progrès qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. L'erreur la plus courante est d'attendre des résultats immédiats. Nous voulons que la discipline, la gratitude ou l'autocontrôle portent leurs fruits du jour au lendemain. Mais aucune habitude ne forge le caractère en 24 heures. Le stoïcien comprend que la vie n'est pas une course de vitesse, mais un marathon qui exige de la constance. Faire confiance au processus signifie accepter que les grands changements sont construits avec de petits pas répétés, même si tu ne vois pas encore la récompense. L'anxiété pour des résultats rapides détruit beaucoup de gens. Ils commencent motivés, mais en ne voyant pas de transformations immédiates, ils abandonnent. Et c'est là que se révèle qui veut vraiment grandir et qui cherche seulement des raccourcis. Faire confiance au processus, c'est rester ferme, même si le miroir ne montre pas encore de changement, même si personne ne le reconnaît, même si la tentation d'abandonner est forte. Parce que tu sais que chaque jour tu ajoutes et que ce qui est invisible aujourd'hui sera visible demain. En pratique, faire confiance au processus signifie se concentrer sur ce que tu fais, pas sur ce que tu reçois. Si aujourd'hui tu te lèves tôt, tu t'entraînes, tu lis, tu remercies,
tu maîtrises tes émotions, tu es déjà en train de te transformer, même si le monde ne le remarque pas. C'est comme aiguiser une épée. Chaque coup sur le métal semble petit, mais avec le temps, il devient un tranchant implacable. Cela implique aussi d'être patient avec toi-même. Il y aura des chutes, des erreurs, des jours où tu ne respecteras pas tes engagements. Le processus n'est pas linéaire, c'est une courbe de montée et de descente. L'important n'est pas de rester dans la chute, mais de revenir à la pratique, de revenir à l'habitude, de revenir sur la voie. Cette persévérance est ce qui fait la différence entre ceux qui changent vraiment et ceux qui essaient seulement. Le stoïcien fait confiance parce qu'il comprend que tout ce qui est construit avec calme dure plus longtemps. Ce qui est rapide se brise, ce qui est constant reste. Chaque habitude est une brique dans la construction de ton caractère, et même si la construction semble lente, ce qui en résulte à la fin est solide et inébranlable. Faire confiance au processus, c'est accepter que tu ne contrôles pas la vitesse du changement, mais que tu contrôles ton effort. C'est croire que ce que tu sèmes aujourd'hui portera des fruits, même si tu tardes à les voir. Et cette conviction te donne la force de résister à la frustration et de continuer à avancer. Parce qu'au final, la véritable transformation n'est pas une destination. C'est un chemin que l'on parcourt chaque jour avec patience et fermeté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez. Chaque matin est un défi. Tu te lèves, et sans t'en rendre compte, tu es déjà engagé dans une lutte contre la paresse qui t'attrape, contre les pensées désordonnées qui veulent te voler ta tranquillité, contre les émotions qui cherchent à gouverner ta journée avant même que tu aies fait le premier pas. Ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. Celui qui commence la journée sans direction finit par être emporté par l'extérieur, sans force, sans clarté, sans contrôle. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance à l'aube. Marc Aurèle écrivait qu'au réveil, il devait se rappeler que la vie le mettrait face à des difficultés, des personnes compliquées et des moments durs, mais que tout cela faisait partie de la nature du monde. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Et Sénèque avertissait que gaspiller le temps est la plus grande des pertes, car c'est la seule chose qui ne revient jamais. Si tu unis ces idées, tu comprends que le matin n'est pas un espace quelconque, c'est le terrain où se forge le caractère de la journée. Si tu te réveilles sans intention, tu seras la victime du bruit. Mais si tu te réveilles avec discipline, tu transformes ton esprit en une arme. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir contrôlé. La clarté n'est pas un hasard, c'est une pratique quotidienne. Ici, tu n'entendras pas de phrases creuses, mais des méditations stoïciennes que tu peux appliquer dès le premier moment de la journée. Ce sont 8 leçons, 8 rappels qui transforment les matins en un entraînement de force et de sagesse. Reste jusqu'à la fin, car si tu les appliques, tu cesseras de vivre tes journées en automatique et tu commenceras à les vivre avec la trempe d'un guerrier qui ne cède sa paix à rien ni à personne. 1. Prépare-toi pour les difficultés. L'aube ressemble à un échiquier. À peine ouvres-tu les yeux, les pièces sont déjà en mouvement. Peu importe si tu le veux ou non, la partie a commencé. Et l'erreur la plus courante est de croire que ce sera un jeu tranquille, alors qu'en réalité il y aura des attaques, des surprises et des mouvements que tu ne peux pas anticiper. C'est ainsi que fonctionne la vie, et celui qui se réveille en pensant que tout sera en sa faveur se trompe et se condamne à la frustration. Le stoïcien, en revanche, commence la matinée en acceptant que les problèmes sont inévitables, que le monde ne tournera pas pour le satisfaire, et que sa seule véritable préparation réside dans l'attitude avec laquelle il décide de les affronter. Marc Aurèle l'a bien dit, chaque jour, tu seras entouré de personnes qui peuvent être ingrates, arrogantes ou injustes. Quel est l'intérêt de s'étonner quand cela arrive? La difficulté n'est pas un accident, elle fait partie du paysage humain. Il en va de même pour les obstacles de la vie quotidienne. Retard, pertes, disputes, responsabilités qui se multiplient quand tu t'y attends le moins. Si tu ne te prépares pas mentalement, chacun de ces coups devient un mur qui fait s'effondrer ton moral.
Mais si dès le début de la journée tu reconnais qu'ils viendront, ton esprit ne trébuche plus, mais avance avec assurance. Épictète répétait que nous ne devons pas demander que les choses se passent comme nous le voulons, mais les vouloir comme elles se passent. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Celui qui se lève en espérant le confort finit par être frustré. Celui qui se réveille, préparé à l'inconfort, surpris par rien, devient invincible. La douleur, le rejet, la difficulté économique, les problèmes de travail, rien de tout cela ne disparaît, mais rien ne parvient à te briser parce que tu l'avais prévu, tu avais déjà entraîné ton esprit à le supporter. Et dans cette résistance se trouve la liberté. Imagine un soldat qui part à la guerre en étant sûr qu'il n'y aura pas de bataille. Le premier coup de feu le paralyse. En revanche, le guerrier qui sait qu'il y aura un affrontement n'est plus surpris. Il agit, répond et reste calme. La vie n'est pas différente. Si tu t'attends à ce que tout le monde te traite avec justice, à ce que tes plans se réalisent à la lettre, à ce que rien ne faille, tu seras comme ce soldat naïf qui tombe au premier coup. Mais si ton aube commence avec la certitude qu'il y aura une lutte, que tout ne sera pas parfait, alors chaque obstacle devient une partie de ton entraînement, une occasion de montrer la force que tu as en toi. Sénèque disait que le malheur frappe plus fort ceux qui n'ont jamais pensé qu'il arriverait. C'est pourquoi la préparation stoïcienne ne cherche pas à éliminer la difficulté, mais à désarmer son impact. Quand tu l'avais déjà prévu, elle cesse d'être une tragédie et devient un autre test de caractère. Prépare-toi tôt, rappelle-toi qu'aujourd'hui, il y aura des défis et que certains te feront mal. Cette simple pratique change la façon dont tu vis. Ce n'est pas la même chose de trébucher sur la tempête que de l'attendre avec le manteau prêt. La difficulté n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. La douleur t'apprend la résistance, la perte t'apprend la gratitude, l'échec t'apprend la discipline. Celui qui se prépare pour le dur ne vit pas dans la paranoïa, il vit dans la sagesse. Parce que le jour où tout se passe sans obstacle, au lieu de le tenir pour acquis, il l'apprécie comme un cadeau. Et quand le jour arrive chargé de problèmes, il ne se brise pas, parce que son esprit était déjà forgé pour le supporter. C'est là la véritable force stoïcienne. Transformer chaque difficulté en un terrain d'entraînement où ton esprit se trempe comme l'acier. 2. Valorise ton temps. Le temps ressemble à une rivière qui ne s'arrête jamais. Peu importe combien tu essaies de retenir l'eau entre tes mains, elle s'échappe toujours et ne revient pas. Chaque aube nous donne une portion de cette rivière, et ce que nous en faisons définit la qualité de notre vie. Le problème est que beaucoup le traitent comme s'il était infini, comme s'ils pouvaient le gaspiller sans conséquence. Et c'est là la racine de la médiocrité. Croire qu'il y aura plus de temps qu'il n'en existe réellement. La réalité est dure et simple. Ce que tu perds aujourd'hui, tu ne le récupéreras jamais. Sénèque a été catégorique lorsqu'il a dit que nous ne manquons pas de temps, mais que nous le gaspillons. Il n'y a pas de phrase plus directe ni plus inconfortable, parce que si tu penses que ta vie ne te suffit pas, ce n'est peut-être pas une question d'années, mais de choix. Tu passes des heures à vérifier ce qui n'a pas d'importance, à discuter de ce qui ne change pas, à reporter ce que tu sais que tu dois faire, et à la fin tu te demandes pourquoi les jours s'échappent. La réponse est claire. Tu les as donnés à l'inutile. Le sage stoïcien ne cherche pas plus de temps, il cherche à l'utiliser avec intensité et but. Marc Aurèle, dans ses méditations, insistait sur la brièveté de la vie. Il le disait avec sérénité, non avec désespoir. Se rappeler que l'existence est courte ne doit pas déprimer, elle doit éveiller. La conscience de l'éphémère est ce qui t'oblige à prioriser, à choisir avec qui tu partages ton énergie, à décider ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas. Lorsque tu assumes que chaque jour est un prêt dont tu ne sais pas jusqu'à quand tu l'auras, tu vis avec plus de clarté. Tu ne perds pas en trivialité parce que tu sais que chaque minute donnée ne revient jamais. Le temps est la ressource la plus démocratique du monde. Personne n'a plus de 24 heures en une journée. Ce qui sépare celui qui construit une vie de valeur de celui qui la gaspille est la façon dont il gère ses heures. Et voici la vérité inconfortable. Ce n'est pas que tu n'as pas de temps,
c'est que tu ne l'utilises pas bien. Si tu peux passer 1 heure coincé dans des distractions, mais que tu ne peux pas consacrer 15 minutes à renforcer ton esprit, la faute n'est pas à l'horloge, elle est à tes priorités. Épictète enseignait à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Le temps qui est déjà passé ne dépend pas de toi, il est mort. Celui qui est à venir non plus, il est incertain. La seule chose qui est vraiment entre tes mains est l'instant présent. Et si tu le laisses passer sans l'utiliser, tu restes vide. C'est le véritable gaspillage. Abandonner le seul espace de contrôle que tu possèdes. Valoriser ton temps signifie aussi le protéger. Apprendre à dire non à des engagements inutiles, à des conversations vides, à des personnes qui cherchent seulement à voler ton énergie. Chaque fois que tu cèdes ton temps à ce qui n'a pas de but, c'est comme ouvrir les mains et laisser la rivière s'échapper avec violence. Et chaque fois que tu l'investis dans ce qui renforce ton caractère, c'est comme construire un barrage qui redirige l'eau vers ce qui compte vraiment. La discipline de valoriser le temps n'est pas rigide, c'est la liberté. Parce que lorsque tu sais où diriger tes heures, le bruit externe perd de son pouvoir. Tu ne vis plus à la merci de ce que les autres veulent, mais aligné avec ce qui donne un sens à ta vie. Le temps devient une arme et non une condamnation. Et c'est la différence entre celui qui arrive à la fin de sa vie vide et celui qui meurt ayant vécu avec force. N'oublie pas cette vérité. Ce que tu fais de ton temps aujourd'hui est ce qui définit l'histoire que tu raconteras demain. 3. Protège ta paix intérieure. Ton esprit est comme une forteresse au milieu du désert. Dehors, il y aura toujours des tempêtes de sable, des rafales de vent qui tentent de s'infiltrer et de tout balayer. Mais ce qui définit vraiment ta stabilité n'est pas la violence du climat, mais la résistance de tes murs. La paix intérieure fonctionne de la même manière. C'est ton refuge le plus précieux et pourtant, tu la cèdes souvent au premier bruit externe, comme si elle n'avait aucune valeur. Le véritable défi n'est pas de vivre dans un monde chaotique, mais de garder ton esprit au calme, au milieu du chaos. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui se laisse emporter par les passions extérieures devient leur esclave. À quoi bon avoir des commodités matérielles si ton intérieur est en guerre? La paix ne se négocie pas, elle se protège. Et la protéger signifie mettre des limites claires à ce que tu permets d'entrer dans ta vie. Aujourd'hui, les distractions ne viennent pas seulement des personnes, elles arrivent aussi sous forme de notifications, de nouvelles conçues pour t'alarmer, d'opinions que tu n'as pas demandées et que tu absorbes jusqu'à t'intoxiquer. Si tu ne fermes pas les portes de ta forteresse, n'importe quoi finit par gouverner ton humeur. Épictète le disait sans détour. Ce qui perturbe l'homme ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il a d'elles. Voilà la clé. Ce n'est pas la critique des autres qui te vole ta tranquillité, c'est ta décision de lui donner du poids. Ce n'est pas la difficulté qui brise ton esprit, mais l'interprétation que tu choisis. Protéger ta paix intérieure ne signifie pas t'isoler du monde, mais entraîner ton esprit à ne pas laisser l'extérieur contrôler l'intérieur. C'est prendre le contrôle de tes jugements, car c'est là que réside ta liberté. Sénèque avertissait aussi que beaucoup de notre souffrance vient de l'anticipation de maux qui n'arrivent jamais. Cette anxiété qui te consume à cause de ce qui pourrait arriver est un voleur silencieux de paix. Si tu décides de vivre en alerte constante face à ce qui n'est pas encore arrivé, tu deviens prisonnier d'un futur imaginé. Le stoïcien, en revanche, se concentre sur le présent, car il comprend que c'est le seul endroit où il peut exercer un contrôle. Et en le faisant, il conserve sa sérénité, même dans des circonstances adverses. La paix intérieure se protège aussi en apprenant à lâcher prise. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, toutes les paroles ne nécessitent pas une réponse, toutes les provocations n'ont pas besoin d'une réaction. Chaque fois que tu tombes dans le jeu de celui qui veut te perturber, tu cèdes ta forteresse. Ne pas répondre à ce qui est inutile n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Se maîtriser soi-même est plus difficile que de maîtriser les autres.
mais c'est le seul vrai pouvoir que personne ne peut te prendre. Protéger ta paix implique de la discipline pour prendre soin de ce que tu consommes, de ce que tu penses, de ce que tu acceptes et de ce que tu rejettes. Il ne s'agit pas de vivre déconnecté, il s'agit de choisir clairement ce qui mérite une place dans ton esprit. Parce que si ton intérieur est en ordre, rien de l'extérieur ne peut te renverser. Et si ton intérieur est un chaos, même le plus petit contretemps peut te détruire. Celui qui protège sa paix vit avec fermeté. Il ne réagit plus à chaque provocation. Il ne se brise plus à chaque coup de la vie. Il ne laisse plus son humeur à la merci des caprices des autres. Sa forteresse reste debout, solide face au vent. C'est la véritable victoire stoïcienne. Non pas conquérir le monde, mais conquérir ton intérieur. Car celui qui maîtrise sa paix n'a pas besoin de fuir le bruit. Il sait marcher avec sérénité au milieu de celui-ci. 4. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Ta vie ressemble à un gouvernail en pleine mer. Tu peux diriger la direction du navire, mais tu ne peux jamais contrôler le vent ni les vagues. Beaucoup font naufrage parce qu'au lieu de tenir fermement le gouvernail, ils désespèrent en hurlant contre la tempête, espérant que la mer change pour eux. C'est l'erreur que répètent quotidiennement ceux qui dépensent leur énergie dans ce qu'ils ne pourront jamais contrôler. Les opinions des autres, les caprices du destin, l'incertitude de demain. Le stoïcien sait que la seule véritable liberté réside dans ce qui dépend de ses mains, et que tout le reste est du bruit qu'il doit apprendre à lâcher. Épictète l'a expliqué avec une brutalité claire. Certaines choses dépendent de nous et d'autres non. La souffrance commence lorsque nous confondons cette frontière. Prétendre que les gens agissent toujours comme nous l'espérons, que le monde soit juste à notre manière, ou que les résultats répondent à nos désirs, est comme vouloir que la mer se calme parce que tu l'as ordonné. Cela ne se produira pas. Et chaque fois que tu insistes sur cette illusion, tu perds des forces, tu t'épuises et tu finis par être frustré. Le contrôle est dans ton jugement, dans ta réponse, dans ton action, jamais dans l'externe. Marc Aurèle l'appliquait chaque matin. Il se rappelait à lui-même que la vie le mettrait face à des imprévus, face à des personnes qui n'agissaient pas avec vertu, face à des situations qu'il ne pouvait pas modeler. Mais il se répétait aussi que personne ne pouvait lui voler sa capacité à agir avec justice, à garder son esprit tranquille, à ne pas se laisser emporter par ce qui ne dépendait pas de lui. Et c'est la pratique dont tu as besoin aujourd'hui. Revenir au centre, te rappeler que ton véritable pouvoir est en toi, pas dans ce qui se passe à l'extérieur. Le problème moderne est que nous donnons notre paix à des facteurs que nous ne pouvons pas gérer. Une critique sur les réseaux sociaux peut ruiner toute la journée, une mauvaise nouvelle mondiale provoque de l'anxiété, même si tu n'as aucune influence sur elle, un geste d'indifférence de quelqu'un de proche devient un poison que tu répètes dans ton esprit. Mais qu'est-ce que tu changes avec ça? Rien. Tu perds de l'énergie que tu pourrais utiliser dans ce qui dépend de toi. Ta discipline, ton caractère, ton travail, ta façon de répondre. Ce qui échappe à ton contrôle ne doit pas gouverner ton humeur, car si c'est le cas, tu deviens l'esclave de l'externe. Sénèque disait que le véritable homme fort est celui qui reste debout même lorsque le destin le frappe avec violence. Non pas parce qu'il peut éviter les coups, mais parce que sa force réside dans la façon dont il les affronte. La pluie tombe, le vent souffle, la vie frappe. Tu décides si tu te noies dans la plainte ou si tu utilises ce moment comme une preuve de ton tempérament. Ce choix est toujours entre tes mains, même si rien d'autre ne l'est. Te concentrer sur ce que tu contrôles n'est pas une phrase décorative, c'est un entraînement quotidien. C'est t'arrêter chaque fois que ton esprit court après l'impossible et le ramener au présent. Puis-je changer cela avec mon action? Si la réponse est non, tu le lâches. Cela dépend-il de ma discipline, de mes paroles, de mes décisions? Alors, tu mets toute ta force là. Cette habitude n'élimine pas les problèmes, mais elle évite que tu ne gaspilles ta vie à combattre des batailles que tu ne gagneras jamais. Celui qui maîtrise ce principe vit avec une sérénité déconcertante. Il peut être entouré de chaos et pourtant rester calme, parce que son énergie ne se disperse pas dans l'inutile. La tempête est toujours là,
La mer est la même, mais son regard est fixé sur le gouvernail. Et dans cette fermeté, il trouve la liberté, parce qu'il a compris que la vie ne consiste pas à contrôler le monde, mais à se contrôler soi-même. 5. Commence la journée avec discipline. Le début de la matinée est comme le premier domino que tu renverses. Ce petit mouvement détermine la direction de toutes les pièces qui suivent. Si cette première action est faible, toute la journée chancelle. Si elle est ferme, le reste coule avec clarté. Beaucoup échouent parce qu'ils croient que la discipline est un grand acte qui apparaît de temps en temps, alors qu'en réalité elle se forge dans les premières minutes de l'aube, dans les petites décisions qui semblent insignifiantes, mais qui marquent le cours entier de ta vie. Marc Aurèle se répétait qu'il devait se lever même si son corps demandait à continuer à dormir, parce qu'il était né pour agir, pas pour se reposer éternellement. Nous avons tous cette lutte interne. Le réveil sonne et l'esprit murmure des excuses. 5 minutes de plus, je commence demain. Aujourd'hui n'est pas le moment. Si tu cèdes là, tu as déjà donné ta journée. Celui qui gagne cette première bataille gagne la guerre, car chaque action qui suit naît de cette victoire initiale. Il ne s'agit pas de se réveiller tôt, il s'agit de se lever avec un but, de commencer avec le contrôle dans tes mains et non dans l'inertie du confort. Épictète rappelait que ce n'est pas libre celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui se domine lui-même. Et cette domination commence le matin. Pourquoi ? Parce que dans ces minutes, tu n'es pas encore contaminé par l'extérieur, les distractions n'arrivent pas encore, tu as encore le pouvoir de définir la direction. Si tu décides d'agir avec discipline, tu entraînes ton esprit pour que le reste de la journée suive cette ligne. En revanche, si tu commences en cédant à la paresse, au désordre, à la dispersion, tu deviens esclave dès le premier instant. Sénèque disait que la vie est plus gaspillée dans l'indécision que dans l'action erronée. Et cela s'applique chaque matin. Reporter l'important, perdre la première heure en rien, laisser la journée te traîner au lieu de prendre le contrôle est une façon silencieuse de perdre ta vie. La discipline du matin n'est pas un caprice, c'est un rappel que tu es aux commandes, que tu décides et que tu ne réagis pas simplement. Chaque habitude que tu pratiques en te réveillant devient une brique avec laquelle tu construis ton caractère. La discipline matinale n'a pas besoin de rituels complexes. Il s'agit de l'essentiel. Ranger ton espace, bouger ton corps, entraîner ton esprit avec de la lecture ou de la méditation, planifier ce qui compte vraiment. Ce sont de petites actions, mais répétées avec fermeté, elles deviennent inébranlables. Et quand tu le fais, tu n'améliores pas seulement ta productivité, tu améliores ton esprit, parce que tu apprends à ne pas dépendre de motivations éphémères. Tu agis parce que tu l'as choisi, pas parce que tu l'as ressenti. Commence la journée avec discipline, et le bruit extérieur perd de sa force. Les urgences des autres ne te traînent pas, les distractions ne te vainquent pas, les imprévus ne te font pas dévier de ta route. Parce que ton esprit a déjà une base solide, tu as déjà été l'architecte de ton aube. Et c'est l'avantage que peu de gens ont. Pendant que d'autres réagissent, tu agis. Pendant que d'autres se lamentent, tu avances. Celui qui domine la première heure de la journée domine le reste. Celui qui entraîne la discipline le matin entraîne la liberté pour toute sa vie. N'attends pas que les grandes victoires arrivent par surprise. Construis-les dès l'aube. Parce que le caractère fort ne se lève pas dans les discours, il se lève dans les premières décisions que tu prends quand tu es encore à moitié endormi et que tu décides que ta volonté vaut plus que ton confort. C'est la véritable discipline stoïcienne. 6. Choisis la vertu plutôt que le plaisir. Le plaisir ressemble à une étincelle dans l'obscurité. Il brille fort, t'éblouit pendant un instant, mais s'éteint aussi rapidement, te laissant à nouveau dans la pénombre. La vertu, en revanche, est comme un feu qui prend du temps à s'allumer, qui exige de la patience et des efforts, mais qui, une fois allumé, éclaire et réchauffe toute une vie. La différence entre vivre esclave de ses impulsions ou vivre guidé par des principes réside dans la flamme que tu décides d'alimenter chaque matin. Les stoïciens ne rejetaient pas le plaisir en soi, mais le danger de le transformer en maître.
Marc Aurèle écrivait que l'âme se dégrade lorsqu'elle poursuit ce qui n'apporte rien de durable. Si ta journée commence en cherchant uniquement le confort, les distractions faciles ou les récompenses immédiates, tu entres dans une spirale où rien n'est jamais suffisant. Tu manges plus que nécessaire, tu consommes plus que ce qui t'apporte, tu te divertis jusqu'à te vider, et à la fin, ce qui semblait être un soulagement se transforme en vide. Épictète était encore plus direct. Il disait que la liberté est perdue lorsque tu es dominé par tes désirs. Et voici la vérité crue, celui qui vit en poursuivant le plaisir vit enchaîné. Enchaîné aux impulsions, à la consommation, à la recherche désespérée de stimuli qui ne rassasient jamais. La vertu, en revanche, exige des efforts, mais te rend le contrôle. Elle nécessite de la discipline pour choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable, mais ce choix te renforce. Lorsque tu choisis la vertu plutôt que le plaisir, tu choisis le caractère plutôt que la faiblesse. Sénèque l'a expliqué clairement. L'homme sage ne se prive pas de ce qui est agréable, mais il n'en a pas non plus besoin. Il peut en profiter, mais il n'en dépend pas. C'est là la véritable différence. Le plaisir n'est pas mauvais en soi, mais si tu en fais une condition pour ton bien-être, tu es piégé. Chaque matin est une scène où tu décides si tu vis pour l'immédiat ou pour le transcendant. Vas-tu te lever en cherchant ce qui est facile, ce qui apaise pour un moment? Ou vas-tu te lever en construisant ton caractère avec des choix fermes? Choisir la vertu plutôt que le plaisir ne signifie pas vivre amèrement ni réprimer tout désir. Cela signifie ne pas laisser ces désirs gouverner ta vie. Cela signifie que tu décides d'entraîner ton esprit à prioriser ce qui te rapproche de ton but plutôt que ce qui te distrait simplement. Au réveil, ce choix est présent dans les choses les plus simples. Rester au lit ou se lever, se nourrir avec excès ou avec modération, perdre du temps dans l'inutile ou l'investir dans l'essentiel. Chaque décision compte et avec le temps, elle façonne qui tu es. Le plaisir est immédiat et superficiel, la vertu est lente et profonde. L'un te vide, l'autre te remplit. L'un te rend faible face aux difficultés, l'autre te rend fort face à n'importe quelle tempête. Les stoïciens l'ont compris et c'est pourquoi ils ne cherchaient pas la vie la plus confortable, mais la plus significative. Parce qu'ils savaient que la grandeur ne naît jamais de la facilité, mais de ce qui exige le contrôle, le sacrifice et la constance. Chaque matin, tu as l'occasion de choisir. Tu peux céder à l'impulsion, te rendre au plaisir éphémère, ou tu peux rester ferme dans la vertu qui persiste. Et cette différence marquera non seulement ta journée, mais aussi ton destin. Choisis la vertu et tu trouveras la force en toi. Choisis le plaisir et tu finiras esclave de ce qui ne sera jamais suffisant. Ta vie est définie par la flamme que tu décides d'allumer et cette décision commence toujours à l'aube. 7. Transforme la douleur en force. La douleur est comme un marteau frappant sur le fer. Elle peut le briser s'il est fragile, mais elle peut aussi le forger en acier s'il résiste. C'est ainsi que cela fonctionne dans la vie. Chaque coup, chaque perte, chaque déception a le pouvoir de vous détruire ou de vous transformer. Il ne s'agit pas de nier la souffrance, ni de la déguiser en quelque chose de positif. Il s'agit de l'utiliser comme carburant pour grandir au lieu de se noyer dans la plainte. La douleur ne demande pas la permission, elle apparaît quand on s'y attend le moins, mais ce que vous en faites est votre décision. Marc Aurèle, entouré de guerres, de maladies et de trahisons, écrivait dans ses méditations que l'obstacle est le chemin. Il ne le disait pas comme une consolation, il le disait comme une stratégie de vie. Si chaque difficulté devient une excuse pour abandonner, votre vie s'arrête. Si chaque difficulté devient un terrain d'entraînement, votre caractère se durcit. La douleur vous montre jusqu'où vous pouvez aller. Et si vous choisissez de l'affronter avec fermeté, ce qui semblait être une condamnation finit par être la graine de votre force. Épictète a connu la souffrance dans sa propre chair. Il a été esclave, battu et humilié, mais au lieu de se briser, il a décidé d'utiliser cette douleur comme une école. Sa philosophie est née de cette expérience, pas du confort.
Il disait lui-même que personne n'est libre jusqu'à ce qu'il apprenne à maîtriser son intérieur, même dans l'adversité. C'est l'enseignement que vous devez appliquer. Vous ne pouvez pas empêcher la vie de vous frapper, mais vous pouvez décider que ce coup ne vous transforme pas en victime, mais en quelqu'un de plus fort. Sénèque prévenait que l'adversité révèle l'homme à lui-même. Beaucoup croient se connaître jusqu'à ce que la douleur arrive. C'est dans la maladie, dans la perte, dans l'échec, que vous montrez qui vous êtes vraiment. Là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de discours, il n'y a que votre réaction face à la souffrance. Si vous choisissez de vous lamenter, vous restez attaché. Si vous choisissez d'apprendre, vous vous libérez. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître implacable, dur mais juste, car il n'enseigne jamais sans laisser une marque qui transforme. L'erreur de beaucoup est de croire que la force naît dans le confort. Non, la force naît dans le feu de la difficulté. Chaque fois que vous traversez une situation qui semblait insupportable et que vous restez debout, vous grandissez. Chaque fois que vous faites face à une déception sans perdre votre dignité, vous grandissez. Chaque fois que la douleur frappe et qu'au lieu de vous briser, vous choisissez d'avancer, vous grandissez. Et cette croissance, aucun plaisir ne peut vous l'offrir, seulement la souffrance transformée en discipline et en caractère. Transformer la douleur en force n'est pas automatique, cela nécessite une décision consciente. Cela implique de cesser de vous demander pourquoi vous et de commencer à vous demander pourquoi. Cela implique d'utiliser le coup comme un signe de ce que vous pouvez encore résister. Cela implique de regarder la blessure non pas comme une condamnation, mais comme une marque qui prouve que vous avez survécu. La cicatrice est une preuve de bataille, pas de défaite. La vie ne cessera jamais de vous confronter à la douleur, mais votre pouvoir réside dans la façon dont vous l'interprétez. Vous pouvez la voir comme une chaîne ou comme une épée. Vous pouvez la laisser vous affaiblir ou lui permettre de vous élever en force. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Et lorsque vous choisissez de la transformer, vous découvrez que chaque coup qui semblait être une fin était en réalité un début. Le stoïcien le comprend, et c'est pourquoi il ne fuit jamais la douleur. Il l'affronte, la supporte et la transforme en le feu qui trempe son esprit. C'est la véritable victoire. Non pas éliminer la souffrance, mais l'utiliser pour devenir quelqu'un que rien ni personne ne peut briser. 8. Vis comme un philosophe guerrier. La vie est un champ de bataille déguisé en routine. On ne voit pas d'épée ni de bouclier, mais il y a des épreuves quotidiennes qui attaquent ton esprit et ton caractère. Le trafic qui t'irrite, l'injustice que tu vois, la déception de quelqu'un de proche, la tentation de te rendre à la facilité. Tout cela sont des combats qui mettent à l'épreuve ta force. Et ici se pose la question, vas-tu vivre comme un spectateur qui reçoit les coups, ou comme un guerrier qui entre sur le champ de bataille, conscient de son but? Le stoïcien choisit la deuxième option, car il sait que chaque jour est un combat, et que celui qui ne se prépare pas finit vaincu en silence. Marc Aurèle comprenait cela mieux que quiconque. Il gouvernait un empire tout en menant des batailles internes. Ses méditations n'étaient pas des ornements philosophiques, elles étaient des stratégies de guerre spirituelle. Il écrivait pour se rappeler qu'il devait agir avec justice, même si le monde était injuste, garder son calme, même si tout s'écroulait, et ne pas céder au plaisir facile qui affaiblissait son caractère. Il vivait comme un empereur, certes, mais surtout comme un guerrier de l'esprit. Et tu peux adopter la même attitude dans ta vie, peu importe ta position, car chacun mène son propre empire intérieur. Épictète le résumait en une idée puissante. Tu ne peux pas choisir ce qui t'arrive, mais tu peux choisir comment tu réagis. C'est la véritable épée du philosophe guerrier, la capacité d'utiliser la raison comme une arme pour ne pas se laisser emporter par les impulsions ou les circonstances. La vie moderne te lance des distractions constantes, des tentations de gaspiller ton temps, des émotions qui cherchent à te gouverner. Si tu ne lèves pas ton bouclier mental, tu es vaincu avant même de t'en rendre compte. Être un philosophe guerrier, c'est choisir consciemment chaque réponse, chaque action, chaque silence. Sénèque, pour sa part,
avertissait que personne n'est plus fort que celui qui maîtrise son intérieur. C'est la victoire la plus difficile, car l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, il est dans ton propre esprit. La paresse, la peur, la colère, le désespoir sont des soldats qui tentent de prendre ta forteresse chaque jour. Et si tu ne t'entraînes pas, si tu ne disciplines pas tes pensées, si tu ne te confrontes pas à toi-même, tu finis vaincu par tes propres faiblesses. Le guerrier stoïcien ne nie pas ses ennemis, il les reconnaît et se prépare à lutter contre eux chaque matin. Vivre comme un philosophe guerrier ne signifie pas vivre sans émotion ni froideur. Cela signifie vivre avec un but. Cela signifie qu'avant de te laisser emporter par ce qui se passe à l'extérieur, tu te rappelles que ta mission est plus grande qu'un moment de colère ou un instant de plaisir. Cela signifie que chaque jour, tu le confrontes avec la certitude que la vertu est ton armure, la raison ton épée et la discipline ton bouclier. Et avec cet équipement, tu avances, non pas pour détruire les autres, mais pour conquérir ton propre esprit. Celui qui adopte cette mentalité vit avec une fermeté que les autres remarquent. Il ne réagit pas comme tout le monde, il ne se brise pas avec ce qui brise les autres, il ne se laisse pas séduire par ce qui vide. Sa vie ne dépend pas de la chance ni du confort, elle dépend de son caractère. C'est le véritable guerrier, non pas celui qui impose une force externe, mais celui qui maîtrise l'interne. Chaque matin est une nouvelle bataille, et que tu le veuilles ou non, tu es dedans. Si tu décides d'être un spectateur, tu seras vaincu par l'extérieur. Si tu décides d'être un philosophe guerrier, chaque jour sera un entraînement pour ta grandeur. C'est l'invitation du stoïcisme. Ne pas vivre dans les plaintes ni les excuses, mais vivre avec un but, une fermeté et une sagesse, comme quelqu'un qui sait que la vie est un combat et que la victoire commence par la maîtrise de soi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien ». La bataille la plus difficile que tu vas affronter n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Pas contre des ennemis visibles, mais contre tes peurs, ta paresse, tes doutes et ces excuses qui semblent si convaincantes lorsque tu veux abandonner. C'est la guerre qui décide de ton destin, te vaincre toi-même ou devenir ton propre bourreau. Chaque jour, tu entres sur ce champ de bataille. Quand tu repousses ce qui est important, quand tu cèdes au confort, quand tu permets que l'opinion des autres pèse plus que ta propre voix, tu perds du terrain. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te renverse, il suffit que tu te sabotes toi-même. Et tu le sais, c'est la vérité inconfortable que la plupart évitent. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il vit dans ton esprit. Ici, nous ne parlons pas de motivation bon marché, ni de phrases pour te rassurer. Ici, il s'agit de regarder la réalité en face. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, il te domine. Et il le fait sans pitié, avec des pensées qui te limitent, des émotions qui t'enchaînent et des habitudes qui te mènent directement à l'échec. Ce que tu entendras ne sont pas des embellissements, ce sont des armes. Des armes pour que tu apprennes à te donner la priorité, à définir un but, à faire taire le bruit et à te discipliner même lorsque tu ne le souhaites pas. Parce que personne ne va combattre cette guerre pour toi. Si tu ne la mènes pas, tu perds tout. Ta liberté, ton progrès, ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un manuel de combat pour que tu cesses d'être l'otage de tes peurs et que tu commences à conquérir la seule bataille qui compte, celle que tu as contre toi-même. Fais de toi-même ta priorité absolue. Un bateau qui tente de naviguer en suivant tous les courants finit à la dérive, sans direction ni destination. Il en va de même pour celui qui vit en priorisant ce que les autres veulent, ce qu'ils attendent de lui ou ce que dictent les modes passagères. Il perd son cap, devient un esclave des attentes externes, incapable de décider par lui-même où diriger sa vie. La métaphore est claire. Si tu n'es pas le capitaine de ton propre navire, tu seras emporté par les vents étrangers jusqu'à faire naufrage dans la frustration. Faire de toi-même ta priorité absolue n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que la vérité est dure, personne ne va te sauver.
Personne ne va se battre pour tes rêves comme toi. Personne ne va porter tes batailles internes ni les conséquences de tes décisions. La vie se résume à ceci. Soit tu apprends à te mettre en premier, soit tu finiras par vivre à moitié, épuisé par le désir de plaire aux autres et vide de sens. Dans cette guerre contre toi-même, la première victoire est de comprendre que ton énergie, ton temps et ton attention sont limités. Et si tu les donnes à tous, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Il est courant de reporter son propre bien-être, ses objectifs et ses désirs personnels pour répondre à l'urgence des autres. C'est là que la guerre est perdue, dans ces petits moments où tu choisis de bien t'entendre avec tout le monde, sauf avec toi-même. Tu penses que c'est un noble sacrifice, mais en réalité, c'est un piège qui détruit lentement ton caractère et ton estime de soi. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, comment vas-tu soutenir les autres? Si tu n'as pas de clarté sur ton chemin, quelle direction peux-tu offrir? Le stoïcisme le disait clairement. Celui qui se maîtrise lui-même maîtrise le monde. Et cette maîtrise commence par te faire ta priorité. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, il s'agit de reconnaître que sans une base solide, il n'y a rien à offrir. Quand tu te mets en premier, tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de dépenser de l'énergie à prouver et tu commences à construire. La résistance viendra parce que ton esprit et la société te diront que tu es égoïste, que tu devrais penser plus aux autres, que c'est mieux de se sacrifier. Mais il faut le voir avec froideur. Ce qu'ils appellent égoïsme est souvent simplement de la dignité. Poser des limites, prendre soin de ton temps, dire non, te retirer du bruit, choisir ton but sur les attentes des autres. C'est là que naît la véritable liberté, car tu ne vis plus avec l'anxiété de plaire, ni avec la peur de décevoir. Faire de toi-même ta priorité absolue signifie organiser ta vie de l'intérieur. Te lever avec la certitude que ton énergie sera investie dans ce qui te construit, pas dans ce qui t'épuise. Cela signifie arrêter de courir après l'approbation, arrêter de mendier de l'attention et te concentrer sur ce qui te renforce. Quand tu comprends cela, chaque action, chaque décision et chaque renoncement deviennent un acte de respect de soi. Et il y a une conséquence inévitable. Quand tu te choisis, le monde le remarque. Ta présence devient plus forte, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de clarté. Tu n'es plus quelqu'un qui demande la permission d'exister, tu es quelqu'un qui trace un chemin. Et même si cela dérange beaucoup de gens, cela attire ceux qui valorisent l'authenticité. C'est la première leçon dans la bataille contre toi-même. Ce n'est pas doux ni complaisant, c'est dur et agressif, parce que cela exige de rompre avec les vieilles habitudes et les excuses. Fais de toi ta priorité absolue, et tu verras comment tout le reste commence à prendre la place qui lui revient vraiment. Parce que si tu ne te choisis pas en premier, personne d'autre ne le fera. 2. Définis un but clair et engage-toi envers lui. La vie sans but est comme un train qui avance sans rail. Il avance avec bruit et vitesse, mais n'arrive jamais à destination. Tu peux t'efforcer, tu peux dépenser de l'énergie, tu peux même simuler le mouvement. Mais tout reste en rond sans sens. C'est la réalité de ceux qui vivent sans une direction définie. Ils se fatiguent, se frustrent, se comparent aux autres et sentent que la vie leur pèse, alors qu'en réalité, ce qui leur manque n'est pas la force, mais la direction. Définir un but est comme marquer sur la carte l'endroit vers lequel tu marches. C'est avoir un phare qui brille même au milieu de l'obscurité. Il ne s'agit pas de belles phrases ni de rêves lointains. Il s'agit de clarté brutale, savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux et ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre. Et voici l'important, car il ne suffit pas de le définir dans l'esprit, tu dois t'engager envers lui comme si c'était une promesse sacrée. Un but sans engagement est de la fumée, et un engagement sans but est de l'usure sans sens. Le monde est plein de personnes qui vivent en accomplissant les plans des autres parce qu'elles n'ont jamais osé écrire le leur. Et quand tu ne décides pas ce que tu veux, quelqu'un d'autre décide pour toi. Les modes, les attentes familiales, la pression sociale ou la simple peur de l'échec finissent par dessiner un destin qui ne t'appartient pas. Puis vient la question qui fait mal.
À quel moment as-tu laissé ta vie devenir une copie? C'est la conséquence de ne pas prendre la responsabilité de définir un but. Un but clair ne garantit pas le confort, au contraire, il exige de la discipline, il exige de couper les distractions, il exige de laisser de côté le superficiel. C'est dire non à l'immédiat pour dire oui à l'important. C'est ici que se montre le vrai caractère d'un individu, car tout le monde peut se laisser emporter par la facilité, mais seuls ceux qui ont un but ferme restent debout lorsque le chemin devient rude. Le stoïcisme le savait. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ta capacité à décider avec quelle intention tu vis chaque jour. T'engager envers un but signifie déclarer la guerre à l'indécision. Cela signifie que même si l'enthousiasme s'épuise, tu continues. Même si les doutes crient, tu avances. Même si personne ne te soutient, tu persistes. C'est te lever les jours où tout en toi veut t'abandonner, parce que tu as compris que ta parole envers toi-même vaut plus que n'importe quelle circonstance. L'engagement est la ligne qui sépare celui qui parle de celui qui agit, celui qui rêve de celui qui réussit. L'erreur commune est de croire que le but doit être gigantesque, quelque chose qui impressionne tout le monde. En réalité, il suffit qu'il soit authentique et clair. Il peut s'agir d'améliorer ta discipline quotidienne, de lancer un projet, de prendre soin de ton corps, de construire une vie cohérente avec tes valeurs. L'essentiel n'est pas que le monde l'applaudisse, mais que tu saches où tu vas. Quand tu as ce but et que tu t'engages envers lui, tout change. Tu ne perds plus de temps à te comparer, tu ne doutes plus autant de toi, tu ne cèdes plus à chaque impulsion. Tu sais où tu vas, et cette certitude te donne du pouvoir. Même dans l'échec, tu trouves un sens, parce que tu comprends que chaque faux pas fait partie du même chemin, ce n'est pas un détour. Celui qui vit avec un but marche avec une autre force, et cette force se remarque. Il peut chanceler, il peut tomber, mais il se relève toujours dans la même direction. Cette constance le rend inarrêtable, car il ne dépend pas de motivation passagère, mais d'une décision prise. Alors définis ton but, engage-toi envers lui et ne le lâche pas, car sans cette clarté, tu es juste un spectateur de ta vie, mais avec elle, tu deviens l'architecte de ton propre destin. 3. Apprends à disparaître du bruit. L'esprit est comme un verre d'eau transparent, mais il suffit de le secouer et de le remplir de terre pour qu'il perde toute clarté. C'est ce qui se passe lorsque tu vis entouré de bruit, d'opinions, de critiques, de distractions constantes, qui t'empêchent de voir clairement ce qui compte vraiment. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur, il naît aussi en toi, dans cette voix qui répète des doutes, dans cette anxiété qui t'exige d'être partout, connecté à tout et attentif à tous, sauf à toi-même. Disparaître du bruit ne signifie pas fuir le monde, cela signifie choisir fermement quelle voix tu laisses entrer dans ta vie. Aujourd'hui, la société récompense l'exposition, l'excès de parole, le besoin constant de se montrer. Mais ce que personne ne te dit, c'est que plus tu te laisses entraîner par ce cycle de distraction, moins tu entends ta propre voix. Et là, tu perds la bataille, car l'esprit qui ne se repose jamais dans le silence finit par s'épuiser, devient faible et manipulable. Tu as besoin d'apprendre à te retirer, à disparaître quand c'est nécessaire, à créer un espace où seul l'essentiel existe. Les grandes avancées naissent dans le silence, pas dans le tumulte. La clarté surgit lorsque tu es capable de t'éloigner du chaos et de regarder calmement ce qui compte vraiment. C'est la différence entre celui qui réagit à tout et celui qui prend des décisions fermement. Le premier est piégé, le second est maître de sa route. Mais disparaître du bruit demande du courage, car cela implique de décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois toujours disponible. Cela implique d'éteindre l'écran, de fermer la porte, de dire non à des réunions inutiles, de rejeter des conversations vides. La plupart des gens ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes parce que c'est là que surgissent les pensées qu'ils tentent tant d'éviter. Et c'est précisément là le point. Si tu n'apprends pas à être avec toi-même en silence, tu ne te maîtriseras jamais. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Dans le silence, tu peux analyser tes actions, comprendre tes erreurs, reconnaître tes progrès et te reconnecter à ton but.
C'est dans ces moments que ton esprit se renforce, car tu cesses de dépendre du bruit externe pour sentir que tu avances. Alors que d'autres cherchent une validation constante, tu trouves ta direction dans ta propre réflexion. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se laisse pas entraîner par la foule, mais qu'il marche d'un pas ferme même s'il le fait seul. Disparaître du bruit, c'est choisir la qualité sur la quantité, c'est se concentrer sur ce qui construit au lieu de se perdre dans ce qui distrait. Et c'est aussi une forme de respect envers toi-même, parce que tu valorises ton énergie et ton temps comme des ressources que tu ne peux pas gaspiller. Apprendre à disparaître du bruit est en réalité un acte de rébellion. C'est rejeter le mandat moderne d'être disponible 24 heures sur 24, c'est refuser d'être esclave de la superficialité. Et chaque fois que tu choisis le silence sur la distraction, ton esprit gagne en force. Parce que la véritable clarté ne vient pas d'écouter plus de voix, mais d'apprendre à écouter la tienne. 4. Travaille en silence et laisse tes résultats parler. Le tonnerre fait beaucoup de bruit, mais c'est l'éclair qui frappe vraiment fort. C'est ainsi que fonctionne la vie. La plupart préfèrent faire du bruit avec des mots, des promesses et des apparences. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Le bruit impressionne pour un instant, les faits restent pour toujours. Travailler en silence est une stratégie que très peu maîtrisent, car elle exige de la patience, de l'humilité et de la discipline. Dans un monde où tout le monde cherche une reconnaissance immédiate, se démarquer sans l'annoncer semble étrange, mais c'est précisément ce qui te donne un avantage. Celui qui se concentre sur la parole dépense son énergie à convaincre. Celui qui se concentre sur l'action garde toute sa force pour exécuter. Et dans la bataille contre toi-même, chaque action accomplie en silence est une victoire bien plus grande que n'importe quel applaudissement éphémère. Quand tu apprends à travailler en silence, tu te libères de la pression de prouver. Tu n'as pas besoin d'exhiber chaque pas, ni de justifier chaque mouvement. Tu te concentres sur l'essentiel, le processus, et le processus, bien qu'il soit lent et difficile, produit toujours des fruits. La différence est que ces fruits arrivent de manière solide, pas comme des châteaux de fumée érigés par des apparences. Le travail silencieux est aussi un bouclier contre les critiques. Quand tu ne donnes pas d'explications inutiles, quand tu ne révèles pas chaque plan, tu désarmes ceux qui attendent seulement une erreur pour la souligner. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Le silence protège, parce que pendant que les autres spéculent, tu avances. Pendant qu'ils se distraient en jugement, tu construis. Le stoïcisme valorisait cette façon d'agir. Moins de mots, plus d'action. Marc Aurèle l'exprimait en se rappelant à lui-même qu'il devait vivre comme s'il était déjà prêt pour chaque épreuve, ne perdant pas de temps en discussions vaines, mais en actions qui feraient la différence. Cette leçon est claire. La vraie grandeur n'a pas besoin de publicité. Mais travailler en silence ne signifie pas se cacher par peur. Cela signifie avancer avec calme et fermeté sans avoir besoin d'approbation externe. Cela signifie que ta motivation ne dépend pas des éloges, mais de ton engagement envers toi-même. Et ce type d'engagement est celui qui te renforce, parce que même quand personne ne te regarde, tu continues à accomplir. À la fin, les résultats parlent avec une voix impossible à ignorer. Peu importe combien les autres parlent, combien de critiques apparaissent, combien de bruit ils essaient de faire, les faits sont indiscutables. Et celui qui travaille en silence sait que le moment de montrer arrive seulement quand l'œuvre est terminée. Fais de ta vie un éclair et non un tonnerre. Frappe avec des résultats, pas avec des mots. Parce que dans ce monde bruyant, la victoire la plus percutante est celle qui est obtenue sans annonce, mais avec des preuves que personne ne peut contester. 5. Brise les chaînes de tes croyances limitantes. Un éléphant adulte, capable d'arracher un arbre de ses racines, reste attaché à une simple corde parce qu'on lui a appris depuis son plus jeune âge à croire qu'il ne pouvait pas s'échapper. C'est la force d'une croyance limitante. Peu importe ta capacité réelle, si ton esprit est enchaîné, tu ne feras jamais un pas en avant. Et c'est ainsi que vivent des millions de personnes, fortes en potentiel mais faibles en action,
prisonnières de pensées héritées, de phrases qu'elles ont entendues dans leur enfance ou de défaites passées qu'elles ont transformées en sentences. Les croyances limitantes ne sont pas des vérités, ce sont des cages mentales. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi. Ce sont des mots qui se plantent au plus profond de toi et conditionnent ta vie comme s'ils étaient des lois universelles. Mais voici la réalité. Ces chaînes n'existent que dans ton esprit. Le jour où tu décides de les briser, tu découvres que la porte a toujours été ouverte. Le problème n'est pas que le monde t'arrête, c'est que tu acceptes de vivre enchaîné. Briser ces chaînes demande du courage, car cela signifie remettre en question ce que tu as cru pendant des années. Cela signifie regarder autour de toi et reconnaître qu'une grande partie de ce que tu as accepté comme vérité était simplement la voix des autres, pas la tienne. Cela signifie te rendre compte que bien souvent tu n'as pas échoué parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu t'étais convaincu à l'avance que tu allais échouer. Le stoïcisme enseignait que la plus grande liberté est celle de la pensée. Si ton esprit est dominé par la peur et le doute, tu seras esclave, même si tu as tout le reste. Mais si tu réussis à libérer ta pensée, même si tu manques de ressources externes, tu es déjà invincible. La bataille contre toi-même se livre justement là, à ne pas permettre que les vieilles chaînes dictent l'avenir que tu peux encore construire. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes vides, mais de te confronter à l'évidence. Demande-toi, qui a dit que tu ne pouvais pas? Qui a décidé que tu n'étais pas assez? La plupart de ces réponses pointent vers des voies externes qui ne devraient même pas gouverner ta vie. Et quand tu le comprends, quelque chose change. Tu te rends compte que la vraie prison a toujours été l'obéissance aveugle à ces voix. Chaque fois que tu agis, malgré la croyance qui essaie de t'arrêter, une chaîne se brise. Chaque pas que tu fais vers ce que tu craignais devient la preuve que la limitation était dans ton esprit, pas dans la réalité. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens fort, jusqu'à ce qu'un jour, ces voix perdent leur pouvoir sur toi. Briser tes croyances limitantes n'est pas un acte de rébellion contre le monde, c'est un acte de libération contre toi-même. C'est choisir d'être maître de ton esprit plutôt qu'esclave de vieilles idées. Parce qu'au final, la seule chose qui t'empêche vraiment d'avancer n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce que tu décides de continuer à croire en toi. 6. Transforme chaque devrait en doit. Les promesses brisées ne sont pas toujours faites aux autres. La plupart sont brisées en silence avec soi-même. Je devrais commencer. Je devrais améliorer, je devrais changer. Ces phrases sonnent comme un engagement, mais en réalité, elles sont des chaînes d'auto-tromperie qui vous lient à l'inaction. Plus vous les répétez, plus vous entraînez votre esprit à se contenter de l'illusion d'avoir décidé, alors qu'en réalité, vous n'avez pas bougé d'un pas. Le devrait est confortable car il n'engage pas, c'est comme une excuse en costume élégant. Il vous calme pour un moment, vous fait sentir que vous essayez, mais à la fin de la journée, il ne change rien. Et chaque fois que vous l'utilisez, vous cédez du terrain dans la bataille contre vous-même. Parce que la vérité est dure. La vie ne se transforme pas avec des intentions, elle se transforme avec des actions. Dire « je dois » est différent, c'est une déclaration de guerre. Cela signifie que ce qui était auparavant facultatif est maintenant obligatoire. Que peu importe si vous avez envie ou si la journée se complique, vous allez le faire parce que c'est un ordre qui vient de vous. Le doit élimine la négociation interne, coupe la conversation avec la paresse et entraîne votre caractère à s'obéir à lui-même. La différence entre les deux mots est la ligne qui sépare ceux qui continuent à rêver et ceux qui construisent. Les premiers collectionnent les excuses, les seconds accumulent les victoires silencieuses. Les premiers attendent que la motivation arrive, les seconds agissent même s'ils ne la ressentent pas. Et c'est cela qui marque vraiment le destin d'une personne, non pas ce qu'elle planifie, mais ce qu'elle exécute. Le stoïcisme l'enseignait clairement. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il devait se lever et remplir son rôle dans la vie, même si son corps demandait du repos. Ce « doit » ne dépendait pas des émotions, c'était un commandement intérieur. Car le devoir
est la seule chose qui soutient l'être humain lorsque les circonstances extérieures deviennent adverses. Changer votre langage interne de « devrait » à « doit » est plus qu'une correction de mots. C'est une déclaration d'identité. C'est décider que vous ne vous permettrez pas d'excuses, que votre parole envers vous a le même poids qu'un serment. Chaque fois que vous respectez un « doit », votre confiance grandit parce que vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. La vie ne se mesure pas par ce que vous pensiez faire, mais par ce que vous avez réellement fait. Tant que vous vivrez dans le monde du « devrait », vous resterez coincé dans des intentions mortes. Lorsque vous transformez tout en « doit », vous arrêtez d'attendre et commencez à conquérir. Et c'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils veulent être et ceux qui, sans faire de bruit, y parviennent. 7. Filtre les critiques et continue ton chemin. Les flèches qui ne traversent pas ta peau peuvent tout de même blesser si tu décides de les porter sur ton dos. C'est ainsi que fonctionnent les critiques. Elles ne tuent pas par ce qu'elles disent, mais par l'espace que tu leur accordes en toi. Chaque mot de quelqu'un qui n'a jamais marché dans tes chaussures, chaque commentaire lancé depuis le confort de la médiocrité, peut devenir un fardeau qui te détourne de ton chemin si tu n'apprends pas à filtrer. La plupart des gens sont prisonniers des opinions des autres. Ils changent de cap à cause d'un commentaire, abandonnent un rêve par peur de la moquerie, taisent leurs idées par peur du rejet. Et là, ils perdent la bataille parce qu'ils confient le gouvernail de leur vie à ceux qui ne rameront jamais pour eux. La vérité est simple. Personne ne se souvient de ceux qui ont été paralysés par les critiques, mais le monde respecte ceux qui ont avancé malgré elles. Filtrer les critiques ne signifie pas tout ignorer, cela signifie distinguer ce qui construit de ce qui détruit. Il y a des mots qui servent de miroir, qui te montrent des erreurs réelles et t'aident à grandir. Mais la plupart n'ont pas cette valeur, la plupart ne font que donner leur avis pour projeter leur frustration. Si tu n'apprends pas à séparer l'utile du toxique, ton esprit devient une décharge de voix qui n'ont jamais mérité de place. Le stoïcisme enseignait que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Chaque critique est neutre jusqu'à ce que tu décides de la porter comme vérité. Et si tu apprends à les voir avec froideur, tu découvres que la plupart des opinions en disent plus sur le critique que sur toi. Mais ne nous leurrons pas, filtrer les critiques demande du courage. Cela nécessite d'accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde, qu'il y aura des gens qui te pointeront du doigt, que même des personnes proches peuvent essayer de t'arrêter avec des commentaires déguisés en conseils. Cela nécessite d'être prêt à marcher avec assurance en sachant que ta vie ne se mesure pas par l'approbation externe, mais par la cohérence avec ton but. Chaque fois que tu choisis de suivre ton chemin malgré les critiques, tu renforces ton caractère. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin que quelqu'un applaudisse ton processus, que l'important n'est pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ce que tu as décidé de construire. Cette liberté intérieure est ce qui distingue ceux qui laissent une trace de ceux qui se perdent dans le bruit. La clé est de se rappeler que ton énergie est limitée. Si tu la dépenses à te défendre de chaque opinion, tu n'auras jamais la force d'avancer. Filtre intelligemment. Prends ce qui t'aide à t'améliorer et lâche ce qui cherche seulement à t'arrêter. Parce que le chemin devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter des flèches qui ne t'appartiennent pas. Au final, la seule chose qui prouve la vérité de ta vie ne sont ni tes explications ni tes défenses, ce sont tes résultats. Et ces résultats sont atteints lorsque tu apprends à marcher léger, sans le poids des critiques inutiles. Suis ton chemin, car la voie la plus forte sera toujours celle de tes actes, pas celle de ceux qui n'ont jamais osé essayer. 8. Persévère même quand tu ne le veux pas. Les montagnes ne sont pas conquises à la première tentative. Elles ne se plient pas à la fatigue des pas. Celui qui atteint le sommet n'est ni le plus rapide ni le plus fort, mais celui qui refuse de s'arrêter même lorsque chaque muscle demande à abandonner. C'est ainsi que se définit la persévérance, la force invisible qui sépare ceux qui restent à mi-chemin de ceux qui vont jusqu'au bout.
Persévérer même quand tu ne le veux pas est le coup le plus sûr que tu peux porter dans la bataille contre toi-même. Parce qu'il est facile d'avancer quand il y a de la motivation, quand l'émotion est forte, quand l'environnement est favorable. La difficulté commence les jours gris, quand il n'y a pas d'envie, quand les excuses semblent plus grandes que les objectifs, quand l'esprit insiste pour s'arrêter. C'est là que se mesure ton véritable caractère, c'est là que se définit qui tu es. La plupart abandonnent à ce stade. Ils abandonnent des projets parce qu'ils ont perdu leur enthousiasme initial. Ils abandonnent des rêves parce qu'ils n'ont pas vu de résultats rapides. Ils changent de direction chaque fois qu'ils ressentent de l'inconfort. Et c'est compréhensible parce que renoncer est tentant, c'est immédiat. C'est une façon de se débarrasser du poids. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque abandon devient une blessure à la confiance, une cicatrice qui répète en silence « Tu n'as pas pu ». Persévérer, en revanche, c'est construire une identité. Chaque fois que tu agis malgré le manque d'envie, tu renforces ton caractère. Tu envoies un message direct à ton esprit « Ici, c'est moi qui commande, pas mes émotions passagères ». Et ce message, répété encore et encore, devient la base de ta force. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition constante. Ce qui semblait impossible hier devient une partie de ta routine demain, parce que tu as décidé de ne pas céder. Le stoïcisme a toujours parlé de cette résistance silencieuse, non pas comme un sacrifice vide, mais comme la vertu de rester ferme face à l'adversité. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que la vie ne promet pas la facilité, et que chaque obstacle est un test pour grandir en discipline et en courage. La persévérance, c'est exactement cela. Voir dans la difficulté un terrain d'entraînement et non un mur qui t'oblige à reculer. N'attends pas de motivation tous les jours, car c'est une ressource aussi fragile que l'émotion. Ce qui soutient vraiment, c'est la discipline de continuer, même si tu ne le veux pas, même si ça fait mal, même si ça semble inutile. La persévérance est la constance appliquée dans les moments où personne n'attend rien de toi. C'est continuer à courir dans la tempête quand les autres ont déjà cherché refuge. Et le plus puissant dans la persévérance, c'est que tu accumules de petites victoires. Tu ne le remarques peut-être pas au début, mais chaque jour où tu avances un peu plus, même si tu ne le veux pas, tu construis un mur de confiance impossible à abattre. La prochaine fois que tu seras confronté à une difficulté, tu ne douteras pas, parce que tu sais déjà que tu es capable de résister. La persévérance est l'arme qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni de circonstances parfaites. Il s'agit de refuser de renoncer. Même si ton esprit te crie d'arrêter, même si ton corps te demande du repos, même si le monde se moque de ton effort, tu continues. Et ce simple acte de continuer, quand tout en toi veut abandonner, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'insurmontable. 9. Fais de la discipline ton arme la plus puissante. L'épée la plus tranchante n'est pas celle qui brille dans la main d'un guerrier, mais celle que tu forgeais chaque jour dans le silence de ta routine. Cette épée s'appelle la discipline, et c'est l'arme qui ne rouille jamais, celle qui tranche les doutes, la paresse, les excuses et les peurs. Sans discipline, tout le reste s'effondre. Tu peux avoir du talent, des rêves et même un soutien extérieur, mais si tu n'as pas la force de rester ferme, tout s'évapore. La discipline n'est pas un ornement, c'est la colonne vertébrale de ta vie. Faire de la discipline ton arme la plus puissante signifie arrêter de dépendre de la motivation. La motivation est un invité capricieux. Elle apparaît quand elle veut et disparaît quand tu en as le plus besoin. La discipline, en revanche, est la décision ferme de tenir bon, même quand tu n'en as pas envie, même quand la journée devient lourde, même quand personne ne te regarde. C'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils feront et ceux qui le construisent en silence. La bataille interne la plus dure est contre la voix qui dit « Je le ferai demain, cette fois-ci ne compte pas, je ferai mieux d'attendre un peu plus ». Cette voix semble innocente, mais c'est le poison qui affaiblit ton caractère. Chaque fois que tu cèdes, la corde se relâche, ta confiance se brise et ton identité se fragmente.
Parce qu'au fond, la discipline n'est pas seulement une habitude, c'est la preuve que ta parole envers toi-même a de la valeur. Quand tu ne respectes pas tes engagements, tu te prouves que tu ne peux pas te faire confiance. Quand tu les respectes, même si personne ne le remarque, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Le stoïcisme l'a bien compris. Il ne s'agissait pas de contrôler le monde, mais de se contrôler soi-même. L'homme discipliné est libre, parce qu'il ne dépend pas de ses impulsions, il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des excuses. Il peut être au milieu du chaos, et pourtant rester ferme, parce que son centre n'est pas dicté par l'environnement, mais par sa volonté. C'est cette grandeur qui fait de la discipline la meilleure arme. Elle te rend invulnérable à ce que tu ne contrôles pas. Être discipliné, ce n'est pas vivre de manière rigide, c'est vivre avec une direction. C'est se lever même si le corps demande à dormir. C'est s'entraîner même si tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est étudier quand l'esprit cherche à se distraire. C'est économiser quand la tentation de dépenser est forte. Ce sont de petits actes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui, ajoutés les uns aux autres, construisent une vie solide. Et même si le monde admire les réalisations, la racine de toutes celles-ci se trouve dans ces moments cachés où tu as choisi de tenir bon plutôt que de céder. La discipline est aussi la meilleure réponse aux critiques et aux doutes. Parce que tu peux faire taire les bouches sans discuter, simplement en montrant des résultats que personne ne peut nier. La discipline parle pour toi, avec des faits, avec constance, avec des victoires silencieuses qui pèsent plus que n'importe quel discours. Fais de la discipline ton arme la plus puissante et tu verras comment le bruit perd de sa force, comment la peur devient gérable et comment la vie commence à s'organiser. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu ne vis plus à la merci de ce que tu ressens, mais de ce que tu décides. La vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, c'est d'avoir la force de faire ce que tu dois. Et cette force n'a qu'un nom, la discipline constante.